Bien. Donc, rebonjour à tous. Et Bonsoir. très heureux de pouvoir vous présenter Tony Maraini. C'est certainement un privilège pour moi et aussi, je pense, pour nous tous de pouvoir accueillir Tony dans cette journée, parce que c'est bien de refaire l'histoire, mais c'est encore mieux de pouvoir en parler avec les gens qui l'ont faite. Qui disparaissent petit à petit, je suis encore là. Ok, non, on ne laissera pas disparaître. Et donc je vais présenter Tony brièvement. Rappeler que je vais présenter Tony brièvement et puis je vais rappeler 2-3 références bibliographiques très rapidement avant qu'on lance le dialogue. Donc Tony est historienne de l'art, écrivaine, poète, essayiste. On peut aussi dire qu'elle avait une formation d'anthropologue à la base. En 1964 commence son aventure marocaine, et avec un groupe d'artistes de Casablanca qui allait prendre la dénomination de l'école de Casablanca, l'école de Casa. C'est d'ailleurs assez intéressant que le titre l'école de Casa se réfère autant à une vraie école, c'est-à-dire un lieu qui existait où vous avez révolutionné à votre époque la pédagogie artistique, mais aussi un groupe d'artistes. Donc quand on parle de l'école de Casa, c'était en même temps l'école au sens strict du terme et aussi ce groupe d'artistes composé notamment de Farid Belkaya, Mohamed Cheba, Mohamed Melehi et Tony Maraini, qu'on appelait l'école de Casa. Donc c'est un petit peu le sens institutionnel et aussi le sens avant-gardiste du mot école qui sont réunis. Et donc à partir de cette époque, effectivement, les activités de Tony qui se recentrent au Maroc, auprès des artistes, avec les artistes, donc aussi avec un caractère on peut dire un travail d'activisme culturel et artistique, que ce soit pour faire accepter les arts modernes et contemporains, que ce soit pour créer l'espace viable à cet art avec son public, ou que ce soit dans les enjeux anticoloniaux, notamment véhiculés par la revue Souffle, mais pas seulement. Voilà pour la petite présentation. Et je voulais aussi rappeler, donc, on a eu la chance d'avoir la communication de Kenza Sefrioui ce matin, qui nous permet de raccrocher les wagons par rapport à la revue Souffle, même si on vous a annoncé qu'avec Tony, on ne parlerait pas que de la revue Souffle, bien au contraire, parce qu'elle a contribué à un grand nombre d'autres publications, et d'ailleurs dont les vases communicants avec la revue Souffle sont très intéressants. Mais donc, je ne sais pas si on avait montré le livre de Kenza, donc si on n'avait pas montré, comme ça c'est fait, qui s'appelle donc Kenza Sefrioui, la revue Souffle 1966-1973, même si nous, avec Tony, on va plutôt se concentrer sur la première période de Souffle, qui est en gros 1966-1969, ou 68, bon, première période en tout cas. Espoir de révolution culturelle au Maroc, aux éditions du Sirocco. Donc ça, c'est l'ouvrage de Kenza qui est vraiment un outil indispensable pour cette époque et ses enjeux, et je suis sûr qu'il est déjà en réimpression, ou il sera bientôt en réimpression, ouais, déjà, ouais, j'en doutais pas. Et puis, rappeler donc que la revue Souffle a été célébrée récemment à la Bibliothèque nationale de Rabat pour le cinquantenaire, qui a donné lieu aussi, en présence de Kenza, de Tony et de beaucoup d'autres protagonistes. Et je voudrais rappeler aussi un recueil de textes de Tony qui s'appelle Écrits sur l'art, publié récemment en 2014, et c'est aussi un outil assez génial parce qu'il regroupe pas tous les écrits sur l'art de Tony, mais les écrits sur l'art de Tony concernant le Maroc en tous les cas. Et toujours chez Tony, on ne sait jamais uniquement le Maroc, mais c'est aussi les circulations méditerranéennes à partir, autour, depuis le Maroc. Donc c'est très important aussi ce recueil de textes, vraiment pour pouvoir se familiariser avec le travail de Tony Maraini. On voulait donc
Ah oui, et dernière référence, excusez-moi, parce que c'est aussi une manière d'expliquer pourquoi je suis là et pourquoi je suis en dialogue avec Tony notamment. C'est cette exposition et ce livre dont j'étais le curateur, qui s'appelle Volume fugitif, Fawzi Latiris et l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Donc là, on n'est plus à Casablanca, mais à Tétouan. Et dans ce livre, entre autres contributions, il y a aussi un texte une lettre que Tony avait écrite à destination des peintres de Tétouan, donc des jeunes peintres de Tétouan au début des fin 70, début 80. Donc ces circulations-là ne s'arrêtaient pas ni à Rabat, Marrakech, Casablanca, mais allaient, et sous la plume de Tony, jusqu'au nord du Maroc, à Tétouan, dans le cadre d'une autre école qu'on a essayé de refaire découvrir récemment dans cette exposition qui a eu lieu au musée Mohamed VI. Pardon ? L'exposition, elle était entre mai et août 2016, cette année. Et elle s'est suivie avec la rétrospective de Fawzi Latiris, qui, elle, dure jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc pour ceux qui passeraient par Rabat, vous pouvez voir la rétrospective de Fawzi. Très bien, donc on va commencer ce dialogue avec Tony en prenant les choses de manière chronologique, parce qu'on a une petite demi-heure devant nous, et on voudrait évoquer un petit peu différentes étapes à travers les revues, à travers ce support de la revue, à commencer par la revue qui s'appelle, donc dans l'anticipation de Souffle, en quelque sorte, la revue qui s'appelait Maghreb Art et que Tony, vous aviez conceptualisé avec les autres membres de l'école de Casablanca, notamment Mohamed Melehi et Bernd Flint. En fait, c'est l'époque où vous vous retrouvez à enseigner l'histoire de l'art à l'école de Casa. Oui, alors, j'essaierai d'être claire parce qu'il y a plusieurs choses. C'est un ensemble de choses qui se tissent et deviennent histoire. Mais, alors, pour comprendre l'apport des artistes à Souffle, il faut venir 2 ou 3 années en arrière et il faut être à Casablanca, là où il y avait une école de beaux-arts, laquelle avait été créée sous le protectorat. C'était une école à l'esprit colonial encore. Mais en 1962, après l'indépendance, on avait nommé directeur un artiste jeune, de grand talent, de grande énergie, de grandes ouvertures, qui s'appelait Farid Belkahia. Farid Belkahia était directeur d'une école, mais il n'avait pas d'équipe à la hauteur de ce qu'il voulait faire. Il voulait tout changer. L'esprit, il voulait ouvrir l'école aux Marocains. L'école n'était pas ouverte aux Marocains. Et donc, il commence sa petite révolution en tant que directeur. Pardon, Tony, là, juste pour rappeler, c'est 62 ? 62. 62. Oui, il était directeur en 62. Mais une année, il ne pouvait pas tout refaire. Il y avait encore des professeurs de la vieille équipe. Et il s'est trouvé coincé. Dans l'été 1964, il rencontre Mohamed Melehi et moi, qui venions de Rome. Melehi avait fait ses études à Rome et il m'avait dit, viens, on va visiter le Maroc. J'ai dit, c'est l'été. Bon, j'ai terminé mes études, j'étais déjà diplômée, j'avais 22 ans. Diplômé en histoire de l'art, j'ai dit ok, on va. On a rencontré Farid Belkahia, lequel nous a dit voilà, maintenant je vous prie, venez enseigner à mon école. Allons créer une équipe. Et voilà. J'étais partie pour un mois, je suis restée 22 ans. Et on a commencé à travailler à l'école. Et c'était vraiment un travail extraordinaire, c'était à la hauteur de tout ce que vous avez parlé. Les idées étaient, il fallait tout changer, il fallait ouvrir l'école à un esprit nouveau, et il fallait créer un cours d'histoire de l'art.
Il n'y avait pas eu un cours d'histoire de l'art, il n'y avait pas dans la bibliothèque un livre sur le Maroc. Nous nous mîmes au travail et en même temps, nous créons une activité qui s'appelait présence plastique dans les lieux publics. On amenait dans des lycées, dans des endroits publics, des événements artistiques, des œuvres, des discussions. À l'occasion d'une exposition de Mohamed Melehi à la Galerie municipale de Casablanca, on a fait amitié avec des poètes, en particulier avec le poète Mostafa Nissabouri. On est devenus des amis fraternels. Après quoi, l'équipe de l'école s'est agrandie. On a eu l'idée d'inviter Mohamed Cheba à venir enseigner à l'école aussi. Donc petit à petit, l'ancien corps enseignant sortait, un autre corps enseignant rentrait. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Mohamed Melehi, Mohamed Cheba et après Mohamed Atalla, 3 professeurs qui sont rentrés à l'école et avec lesquels on a fait beaucoup de travail, avaient été pendant quelques périodes des jeunes étudiants à Rome. C'est là où je les avais connus. Et on était devenus très amis avec le groupe d'autres artistes. Rome était alors un centre méditerranéen important dans son esprit et dans l'esprit d'après-guerre de création artistique moderne. Et donc, quand je les ai retrouvés à l'école, je n'étais pas l'Européenne qui arrive comme ça. J'étais, quoique nous étions très jeunes, j'étais une vieille amie. Et on pouvait travailler très bien. On avait confiance l'un dans l'autre. Ils connaissaient moi, ma famille, ma mère avait une galerie d'avant-garde, elle connaissait mon histoire, mes études. Donc on était une équipe solidaire. On était une équipe qui travaillait bien. À l'école de Beaux-Arts, on a travaillé bien. Quand on a rencontré les poètes, on s'est enthousiasmé pour le travail que faisaient les poètes. Et les poètes, Nissabouri, Khaireddin, Mansouri et Labi, ont compris que là, il y avait un groupe d'artistes qui avaient les mêmes batailles culturelles, les mêmes idées. Et les artistes avaient en plus quelque chose que les littéraires n'avaient pas. Les artistes n'avaient pas un problème linguistique. L'art est un langage, n'est pas une langue. Donc on pouvait faire des choses, parler d'art, mais le problème, cette angoisse de décider si parler en arabe ou parler en français n'existait pas pour l'artiste. Mohamed Khaddad, peintre, théoricien algérien, a écrit très beaux livres sur cette question dans les années 60. C'est l'auteur, quiconque s'intéresse à l'art du Maghreb doit lire les écrits de Mohamed Khaddad, peintre et théoricien algérien. Donc, la rencontre avec les poètes de souffle fut extraordinaire. Souffle n'était pas né encore, mais quand Labi nous parlait de sa volonté de créer une revue bien faite, parce qu'avant, il y avait eu Poésie toute et Eau vive, deux revues créées et voulues par Mostafa Nissabouri et Mohamed Khaireddin. Et j'ai eu l'occasion de raconter comment ces revues, Poésie toute et Eau vive, étaient nées et comment ils étaient distribués et dans un texte que j'écris pour Horizon Maghrébin. En tout cas, quand Labi nous décida avec les autres de créer la revue, les artistes nous nous sommes solidarisés avec lui, tout le monde s'est cotisé. Et le premier numéro 1 de Souffle est sorti avec 3 dessins d'artistes, Melehi, Cheba, Belkahia. Vous savez que quand poète et peintre se mettent ensemble, il y a toujours quelque chose de bon qui
des énergies qui se mettent en mouvement. Voilà, je m'excuse. Non, parfait. Mais c'est pour te dire que pour comprendre le souffle, il faut faire un pas en arrière et comprendre pourquoi les artistes, comment ont collaboré et ont donné quelque chose que les autres revues littéraires n'avaient pas. Trop littéraire, trop toujours des problèmes de la langue, oubli de la culture populaire, oubli de ce qui est la culture visuelle. Donc alors justement, Tony, dans l'anticipation, dans les prémices de Souffle, il y a la revue Maghreb Art. Alors, Maghreb Art. Dont on a ramené ici quelques diapositives, et qui est quand même une aventure assez exceptionnelle parce qu'elle se constitue dans l'enceinte même de l'école, où vous avez cette idée, notamment Mohamed Melehi et vous-même, de partir en expédition, si on peut dire, avec les étudiants de l'école, pour aller photographier et documenter des sources visuelles, nous des plafonds peints, des décorations architecturales du Souss et du Haut Atlas, vous allez nous en parler mieux, et de savoir comment est venue au jour cette revue, parce qu'il y a eu quand même 3 numéros. Et la revue était publiée comme document pédagogique à l'intérieur de l'école. Berkaya avait trouvé l'argent pour la faire passer comme matériel pédagogique. Et la revue, il n'y a eu que 3 numéros, mais ils étaient très bien faits. Le principe pour nous était là où tout le monde parlait d'identité nationale, identité, de dire, bon, et de folklore, et les services du protectorat avaient parlé d'art indigène, et nous, on a pour la première fois utilisé le mot art populaire. Et évidemment, on était conditionné par l'idée de Walter Gropius que l'artisan traditionnel est un artiste. Et parce que dans le savoir des arts populaires, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, des archétypes, des signes, des symboles, etc. Alors on a commencé, on s'est dit on va là où il y a à faire la recherche, et on a fait des voyages, mais pas toujours avec les élèves. Et certains voyages étaient trop durs, sur l'âne ou à pied. Dans la vallée d'Aït Bougmez, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait pas de train. C'était très loin. Par exemple, ce numéro-là sur l'architecture, où on voit les plafonds sculptés. C'est le sud, c'est entre Aït Bougmez et la vallée du Dra. Ça, c'est le numéro qui est paru en 65. Paru en 65. Avant Souffle, juste. Avant Souffle, et ça avait beaucoup intéressé les poètes, le fait qu'on pouvait revenir vers la source du faire artistique traditionnel, réévaluer ce qui avait été nommé folklore. Exactement. Ou artisanat. Alors ça, c'est aussi une question très importante, c'est vrai. Et puis on y trouvait des signes que les artistes utilisaient, on y trouvait des symboles que les artistes avaient dans leur mémoire ancestrale. Oui. Là, on voit l'apparition et la revendication de cette notion d'art populaire dans le 2e numéro de Maghreb Art, numéro de 66, où vous avez un texte de Tony qui s'appelle « Considération générale sur l'art populaire », quelques considérations sur l'art populaire traditionnel au Maroc. Comment est-ce que vous, à l'époque, vous faisiez ces distinctions entre traditionnel, populaire? Non, là il y a 2 textes. Un sur les structures générales, en général des arts populaires dans le monde, un sur le cas du Maroc. C'est ça. Parce que je venais en 1962, j'avais fait une thèse sur les arts populaires en Italie. Les structures des arts, donc j'avais étudié un peu le concept de structure des arts populaires sociologiquement, historiquement, etc. Et pourquoi cet argument à moi intéressait particulièrement? Parce qu'on voyait déjà en Europe que peu à peu les artisans mouraient, disparaissaient, le savoir s'abâtardisait, les traditions populaires disparaissaient. Et en regardant ce qui se passait au Maroc, une richesse extraordinaire de savoir des femmes et des hommes artisans, mais aucune politique pour les sauvegarder. Parce que la politique du ministère de l'Artisanat est autre chose.
L'artisanat essaie de produire en grande quantité ce que les artisans produisaient, un exemplaire, et puis un autre exemplaire, etc. Donc, Maghreb Art a duré 3 numéros, mais il faut remercier beaucoup aussi Bert Flint, parce que lui, déjà, depuis des années, il parcourait les campagnes du Maroc à la recherche de situations artistiques intéressantes. Donc, il nous a aidés à les repérer. Une des choses les plus importantes fut à les repérer. Les plafonds peints, tu peux montrer le 3e numéro. Ouais. Comme celui-ci, par exemple. Ça, c'est un plafond peint qu'on voit sur la couverture. Ce sont des plafonds peints sur bois, magnifiques. Et là, je m'étais rappelé que dans leur voyage en Nord-Afrique, Paul Klee et Vassili Kandinsky avaient dit qu'ils avaient trouvé une grande richesse qui les inspirait dans leur travail, dans leur conception des signes et des symboles. Ces plafonds étaient magnifiques. Et je ne sais plus aujourd'hui ce qui est leur état. Il fallait les chercher dans certains endroits du Haut-Atlas et de l'Anti-Atlas. Est-ce qu'on peut dire donc que vous, en même temps, vous faisiez ce travail de sauvegarder ce patrimoine en le photographiant et en l'analysant et en le publiant, et en même temps que vous faisiez ce travail un peu de sauvegarde et d'enquête patrimoniale sur une identité marocaine multiple, berbère, africaine, arabe, une identité multiple, c'était des choses qui n'étaient pas du tout prises en compte dans l'histoire de l'art du Maroc, comme vous l'avez dit, dans aucun livre, dans aucun ouvrage. Et en même temps, vous dites que ça servait donc aux artistes de votre groupe, Melehi, Sheba, Belkaya, qui soit retrouvaient dans ces objets et dans ces motifs des choses qui appartenaient à leur mémoire, soit qui étaient amenés à s'en réinspirer de nouveau, quoi. Donc c'était tout un dispositif très complexe. Oui, ça servait aussi aux élèves, parce que tout ça c'était fait à l'intérieur d'une école, et on parlait aux élèves de la richesse des traditions. Voilà. Moi, ça m'intéressait dans le contexte d'une vision méditerranéenne. Je n'ai jamais voulu parler au nom des Marocains, je n'ai jamais changé mon nom en prenant un nom musulman. J'ai resté ce que j'étais, mais j'étais une méditerranéenne. Et toujours je le suis, et toujours encore plus convaincue en connaissant l'art africain et la grande rencontre au sein de la Méditerranée des 3 continents. Aujourd'hui, comme disait notre ami de la Turquie, la situation est catastrophique. Est catastrophique sur tous les points, dans tous les horizons, mais encore plus dans la Méditerranée. Voilà. Tony, est-ce que là j'ai rapporté quelques pages qui sont vraiment magnifiques Là, ce sont les exercices faits par les élèves ouais. de Mohamed Cheba et de Mohamed Melehi Ouais. sur certains bijoux, le concept de géométrie. Sur la géométrie dont ils s'inspiraient pour produire ensuite des motifs. La calligraphie, qu'est-ce qu'on peut en sortir, etc. Et même certains des motifs géométriques qu'on voit sont faits par les étudiants, alors. Sont faits par les étudiants. Ouais. Ça se fait des études. Ouais. C'est assez incroyable parce qu'on arrive à un moment donné quasiment à une espèce d'art cinétique oui. inspiré par les bijoux berbères. Non, je voulais juste te demander par rapport à cette identité multiple méditerranéenne. Est-ce que le choix du mot Maghreb, d'avoir appelé la revue Maghreb Art... Absolument. Nous étions tous d'accord avec notre ami Khatibi que le Maghreb est pluriel. Dans cette pluralité, il y a la richesse. L'apport hébraïque, l'apport berbère, l'apport saharo-africain, l'apport méditerranéen, l'apport occidental, l'apport oriental, même atlantique si vous voulez. Et il y a de tout. Et ça fait une grande richesse, non une aliénation. Bon. Alors, juste,
je montre juste un autre slide très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Il s'agit d'un catalogue d'exposition de Mohamed Melehi au musée d'art contemporain du Bronx aux États-Unis au début des années 80, qui est le texte principal du catalogue et de la plume de Tony. Et c'est assez fascinant de voir comment l'expérience de Maghreb Art, fait uniquement dans l'enceinte de l'école de Casablanca avec les étudiants, a ensuite donné lieu à des dispositifs de mise en page dans des catalogues d'exposition faits aux États-Unis. Alors, pardonnez-moi. C'est vous, Tony, bien sûr. Mon aliénation d'être historien de l'art. Bien sûr. Plafond du sud du Maroc, plafond peint, c'est magnifique. Malheureusement, la zaouia où il se trouve tombe en morceaux. Là, c'est des petits détails de peinture rupestre préhistorique. Les concepts du soleil, comment il est montré dans les gravures préhistoriques au Maroc, au Yagour, Mont Yagour. Là, c'est une peinture de Melehi et il disait trouver des inspirations dans des formes. Tout ça pour dire que on cherchait, après l'humiliation de ce qui avait été la politique artistique du protectorat, qui pensait que les artistes pouvaient être seulement naïfs ou que toute cette richesse était considérée les arts indigènes et puis il n'y avait pas beaucoup d'approfondissement. Les artistes voulaient revendiquer, tout comme les poètes revendiquaient la tradition populaire des aèdes, des chanteurs en langue vernaculaire. Est-ce que, parce que bon, je suis désolé, mais on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Je crois qu'on on nous a dit qu'on allait se faire virer dans 8 minutes, c'est ça? Oui. Donc on a 5 minutes. Oui, on va oui, faire oui. une transition vers la revue Souffle. Oui, mais je pense que comme tout le monde a beaucoup entendu parler de Souffle, qu'il y a le livre de Kenza, c'était intéressant de venir sur les prémices et de revenir sur Maghreb Art de toute façon, parce qu'on n'en parle jamais de Maghreb Art, il n'y a pas encore de réédition ni rien, on espère rééditer ça bientôt. Est-ce que pour une petite transition avec Souffle, si vous voulez nous dire quelques mots sur l'école de Casablanca dont vous faisiez partie? J'ai déjà essayé d'expliquer comment la rencontre entre les poètes et les artistes fut importante. Ce fut un enrichissement pour les uns et pour les autres. Et Souffle aussi s'intéressait aux traditions populaires. Il y a eu d'autres très belles études de Ahmed Bouanani sur la poésie populaire. C'est beaucoup, il y aurait beaucoup à dire. Ce que pourrait vous intéresser, c'est que donc l'art est rentré dans Souffle par le biais du groupe de l'école des Beaux-Arts et il y a eu une forte action de groupe, de solidarité, de compréhension. Et puis, il y a eu une scission, une séparation, dans le sens que les artistes qui étaient déjà... Les artistes n'étaient pas des petits-enfants de Souffle, les artistes s'étaient organisés avant Souffle, donc ils avaient une personnalité, des idées, etc. Ils ne se sont pas retrouvés au moment où la revue, Kinza l'a bien expliqué ce matin, où les idéologues des partis ont pris en main la revue. Et ça se passe toujours comme ça dans les avant-gardes. Quand arrivent les idéologues, les artistes ne peuvent pas suivre parce qu'on leur dit ce qu'ils devraient faire, alors que déjà ils font beaucoup de sacrifices pour imaginer ce que est juste faire, et donc il y a eu une scission. Moi, je lis par exemple dans le livre de Kenza, page 99, la rupture se produit lors d'une réunion à Casablanca chez Mohamed Cheba. Mohamed Melehi, Mostafa Nessabouri et Tahar Benjeloun quittent la table au terme d'une dispute homérique entre Abdelatif Labi et Tony Marraine. Non, ça c'est homérique. Une dispute homérique. C'est vrai que je suis italienne. Homérique, la vie était homérique, non mais moi. Racontez-nous cette dispute, Tony. Non, mais c'est sûrement Farid Belkaya qui vous a raconté ça. Tahar Benjeloun, alors oui, il exagère. Non, il y a eu une discussion et chacun
s'est exprimé. Et moi, d'ailleurs, je n'ai pas parlé parce que j'avais déjà un grand complexe vis-à-vis de l'Abbé parce que c'était l'époque où être européen n'était pas très apprécié. Mais moi, j'étais naturelle, j'avais mes amis. Et de toute façon, la difficulté était née surtout entre Labi et Melehi, entre Labi et Tahar Benjeloun, entre Labi et Farid Belkahia. C'était les artistes qui ne voulaient pas suivre cette nouvelle voie. C'est tout. Il n'y a eu pas de trahison, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de répression de la revue. Il y a eu un acte d'indépendance. C'est tout. Mais quand vous avez vu que la revue prenait une direction plus politique, partisane, idéologique, et que les innovations culturelles, poétiques, etc., passaient un peu au second plan, qu'est-ce que vous vous êtes dit, en fait? Quelle était votre voie de sortie? Nous, en tout cas, on a continué à faire des activités culturelles et artistiques d'engagement. Et puis, on est resté... C'était un moment horrible, celui de la répression. Donc, chacun de nous a vécu ça avec grande douleur et aussi grande préoccupation. Moi-même, je fus interpellée par la police. Et quand on a pu, on a dit, bon, les souffles de souffle ne doivent pas mourir. On crée une revue, les mêmes personnes. Khatibi, Benjeloun, Mansouri, Nissabouri, moi et Melehi. Intégrale. Intégrale. Voilà. Comme ça, 10 numéros, tout 10 de numéros. notre poche. Mais beaucoup de... C'était intéressant. Il y avait poésie, art plastique, de réflexion, de choses. Finalement, les artistes reprenaient aussi un peu le devant dans l'intégrale, j'ai l'impression. Les artistes reprenaient l'art reprenait le devant, mais il y avait aussi beaucoup de poésie. Mahmoud Derwish, Adonis, et les poètes marocains. Il y avait un peu... Il fallait continuer le discours culturel. Et voilà, le dernier numéro, c'est celui-là, où c'est écrit « Je continue ». Je continue. Oui, mais c'était le dernier numéro. Trop de difficultés aussi politiques, économiques, etc. Mais le travail a été fait. C'est Et c'est ça qui est important. Ouais. C'est notamment dans cette revue qu'on retrouve des dossiers très bien documentés sur les biennales des peintres arabes, comme la deuxième biennale des peintres arabes qui a eu lieu en 77 à Rabat, et on retrouve toutes les polémiques, toutes les critiques des artistes. Alors écoute, ce numéro-là, j'ai plusieurs chercheurs, des artistes irakiens, des historiens qui écrivent pour me dire que c'est le seul document qui reste d'une vie artistique à Bagdad qui n'existe plus. C'est le seul document de cette biennale qui fut extraordinaire. La biennale de Bagdad. La biennale de Bagdad. Nous sommes allés, un groupe, moi, Melehi, Sheba, Belkahia, et il y a le compte rendu dans la revue. Donc les revues sont nécessaires, les revues culturelles indépendantes, surtout celles faites avec de grands efforts, mais beaucoup d'âmes, sont nécessaires. Oui. Bah oui, on continue, bien sûr. Cette archive est à moi. Et je suis une archiviste par destin. Je conserve beaucoup de documents, je les mettrai à votre disposition. Aussi quelques...
Ah oui, là c'était juste un amuse-gueule, quoi. En effet, c'était... C'est merci à Mourad. Ben non, merci. Et moi, je dis à ma fille m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire un long voyage? Je dis non, parce que Berkay a disparu, Sheba a disparu. Je dis, moi, un jour, je vais disparaître, mais ma mémoire, je veux la passer. Il faut en parler. Donc, Merci beaucoup, Tony. Merci infiniment.